Marie Fontain-Latour, figure singulière du XIXe siècle. Spécialiste du portrait, des natures mortes et des compositions de genre. Il fait ses premiers pas à Grenoble en 1836. Son père exerce le métier d'artiste peintre. C'est lui qui lui transmettra sa passion. Au cours de sa vie, Fontain traversera les mouvements artistiques, tour à tour réalistes, impressionnistes et symbolistes, sans véritablement s'identifier à aucun d'eux. Réaliste, oui, quand il fait des scènes de genre, quand il fait des portraits, mais aussi dans ses natures mortes, mais pas du tout finalement impressionniste et beaucoup plus symboliste pour les œuvres de la fin que impressionniste. Donc voilà, c'est un inclassable qui a gardé sa personnalité tout au long. Il ne passera que les 5 premières années de sa vie à Grenoble. Peintre dauphinois méconnu de son vivant, ce n'est qu'à sa mort, grâce aux démarches de sa femme, peintre également, que ses œuvres trouveront une place privilégiée au musée. Victoria a toujours peint, a continué à peindre aux côtés de son mari. Simplement, à la mort de son mari en 1904, elle a eu à cœur de valoriser énormément le travail de Fontain, a fait connaître Fontain, a sollicité plusieurs institutions. Donc elle a voulu des lieux phares pour porter la mémoire de Fontain. Et surtout, elle a fait ce catalogue raisonné qui aujourd'hui encore est une source de connaissances sur l'œuvre de Fontain qui est irremplaçable. Des lieux phares pour porter la mémoire de son mari. Grenoble, le musée du Luxembourg, Orsay et le Louvre, où Fontain passera une très grande partie de sa vie. Il s'y forme en copiant les grands artistes. À 17 ans à peine, il commence à peindre des autoportraits et accepte des commandes pour gagner sa vie. Très proche d'Édouard Manet, passionné de musique classique allemande, Fontain est résolument un artiste d'atelier, préférant travailler dans le calme et la neutralité. Fontain-Latour, c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément appartenir à un groupe et qui finalement n'est heureux que dans la solitude ou dans une relation avec peu de monde. Et au fur et à mesure de l'évolution de sa carrière, on le voit finalement se couper plus ou moins d'une vie sociale et vivre je dirais, en harmonie avec son épouse, qui est peintre aussi, hein, et finalement avoir un cercle très restreint d'amis avec qui il partage une certaine forme de vie retirée, de vie contemplative, dédiée à l'art. Oui, alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas enlever ce papier-là, qui est acide. Celui-là, il est acide aussi, mais c'est pas très grave. Du coup, tu vas mettre un papier de conservation à la place. Dernière restauration de calque dans les réserves du musée grenoblois. On va enfin essayer de voir ce que ça va donner, si le format convient. Oui, ça sera très bien comme ça. Ouais, ça marche très bien. Les peintures, elles, ont déjà pris la route direction Paris. La réunion des musées nationaux a souhaité rendre hommage à Fontain-Latour. 150 œuvres, tableaux, lithographies, dessins et photographies pour une exposition intitulée « Fontain à fleur de peau », présentée au musée du Luxembourg, puis au musée de Grenoble. Dans les jardins du Luxembourg, les caisses sont déchargées avec la plus grande précaution. À l'intérieur, loin du silence habituel des musées, une vingtaine de personnes s'affairent pour donner vie à l'exposition. Le temps de montage d'une exposition, c'est vraiment le moment où tout le travail des derniers mois, voire des dernières années se cristallise. Donc on a à la fois les œuvres qui arrivent, c'est un moment très, très excitant, très particulier dans la vie d'une exposition, le moment où on ouvre les caisses, où on voit les œuvres. Ouais. Ça a dû prendre l'avion.
on les regarde, on voit dans quel état elles sont, on les accroche, et puis ensuite il y a tout le travail qui va autour, c'est-à-dire les lumières, les textes qui accompagneront chacune des œuvres. Donc c'est vrai que les montages sont toujours des moments très riches, avec beaucoup de personnes qui travaillent de concert au mieux. Je dis en premier, Steve. C'est beau, hein? Perfect. Bon, t'as de la chance. Madame. Sinon, on passe ses journées d'un point à l'autre à prendre des décisions plus ou moins faciles, mais c'est ce qui fait partie des charmes de ces journées-là, et c'est à la fois exaltant et fatigant, mais je crois que c'est surtout une très grande satisfaction à la fin de chaque journée, faire le point sur ce qui est accroché et sur ce qui reste à faire. C'est pas la vraie taille du tableau, mais vas-y. Hein. Et mets le dernier et puis ça sera bon. Il faut juste que le rouge soit un tout petit peu plus péchu. T'es à 210, il faut arriver à 50. Descends encore. Stop. Descends encore un poil. Ok, c'est bon. Le véritable enjeu de la conception lumière, c'est que personne ne voit rien avant que ce soit complètement terminé. C'est un peu comme la cuisine, où tout le monde veut bien goûter le plat, mais si vous allez en cuisine et que le plat n'est pas fini, personne ne pourra vous dire s'il est bon ou pas. Tu vois ici, l'ombre que j'ai ? Il faut que tu ouvres un tout petit peu plus le couteau là. Mon rôle, c'est de m'effacer le maximum, mais tout en conservant la volonté de l'artiste sur sa lumière. Ouais, on est équilibré là. En quelques jours, l'exposition est montée, prête à accueillir le public dans une atmosphère intimiste proche de celle du peintre. À fleur de peau, c'est un sous-titre qui s'est imposé à nous de manière assez évidente. On a commencé à réfléchir au sens de l'exposition. On avait envie de montrer qu'on a affaire à un artiste extrêmement sensible, bien plus que ne peuvent le laisser penser certains de ses portraits très austères, et que cette sensibilité-là, elle est frémissante, même si elle est discrète. Et par ailleurs, comme il a peint beaucoup de nature morte et notamment beaucoup de tableaux de fleurs, à fleur de peau crée un jeu de mots qui nous semblait correspondre parfaitement à son œuvre et à notre exposition. Le parcours chronologique met en lumière sa carrière au fil d'une 60aine de peintures majeures. L'exposition s'ouvre ainsi sur ses œuvres de jeunesse et plus particulièrement de troublants autoportraits. L'autoportrait, c'est quelque chose qu'il pratique majoritairement au tout début de sa vie, entre 1856 et 1861. Pourquoi? Il le dira plus tard, eh bien parce que l'autoportrait, c'est aussi un sujet d'étude finalement commode pour un artiste à son époque, et surtout pour un artiste de petite bourgeoisie qui n'a pas spécialement de moyens, notamment pour s'offrir des modèles. C'est une époque, dans les années 50, pendant laquelle il n'avait pas encore réussi à affirmer un style, des intentions. Il était tiraillé entre l'envie de puiser dans son imagination et en même temps son souci d'être au plus près de la réalité, de la nature. Et c'est tout ce qu'on sent dans ses autoportraits, ces tiraillements permanents. Il a commencé par son propre visage, ensuite il a pris finalement ses sœurs comme modèles en les faisant poser dans des scènes de genre. Donc on passe du portrait à la scène de genre, des brodeuses, des liseuses, ces femmes toujours occupées à des activités tout à fait silencieuses, qui ne regardent pas le peintre, qui sont dans leur monde, et c'est toujours un monde silencieux. Des portraits individuels puis collectifs qui restent aujourd'hui parmi ses tableaux les plus célèbres. Aujourd'hui, on connaît surtout Fantin-Latour pour ses portraits de groupe qui figurent dans beaucoup de livres, d'ouvrages très généraux, surtout en réalité pour les visages qu'il nous présente, qui sont ceux de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Manet, plus que la signature de l'artiste lui-même. Il y a probablement un malentendu sur ces portraits-là qui nous amène à penser qu'il était proche des impressionnistes alors qu'en réalité pas tant que ça, qui nous amène à penser qu'il était toujours entouré de beaucoup de monde alors qu'il était plutôt solitaire. Mais c'est vrai que ces portraits très imposants ont marqué, ont fait date dans l'histoire de l'art. Ils étaient tout à fait uniques et c'était tout à fait inédit pour un artiste du 19e siècle de proposer des portraits de cette ampleur. Et ces portraits de groupe, ils ont été fondamentaux pour Fantin-Latour. Il y a mis énormément d'énergie, de temps, de recherche et même de lui-même, j'ai envie de dire, qu'aujourd'hui il faut les considérer comme le cœur de sa carrière. De
de grands tableaux manifestes et des natures mortes savamment composées. À ce jour, beaucoup le considèrent comme le plus grand peintre de nature morte de l'art occidental. Le génie de Fantin est de comprendre, comme les autres grandes figures de la peinture de cette époque, comme Manet, Degas, Monet, qu'on ne peut être l'égal des grands maîtres du passé qu'en trouvant une formule propre à son temps, moderne, contemporaine. En cela, les natures mortes, il va effectivement les composer de manière complexe comme celle du passé, créer ses effets de trompe-l'œil, montrer sa capacité à suggérer avec la plus grande justesse la profondeur et l'articulation entre les différents éléments qui sont ici rassemblés, mais il va aussi positionner la nature morte par rapport au réel, à un moment où naît la photographie, et va renouveler la distance qu'entretient l'artiste avec le réel, tout ça avec son propre style, c'est cette lumière vaporeuse qui fait le style de Fantin. Des fleurs, il continuera à en peindre jusqu'à la fin de sa vie. Mais son plus grand plaisir, ce sont ses œuvres d'imagination qui prennent au fil des années une part croissante de son temps. Schumann, Wagner, Berlioz, la musique y joue un rôle prépondérant. Fantin-Latour va se donner comme projet de trouver une transcription aux œuvres musicales qui le bouleversent. Et au panthéon de Fantin, il y a notamment les compositeurs allemands, il y a Schumann et bien évidemment Wagner. Il cherche toujours à créer aussi la manière dont on peut célébrer un artiste, et il va chercher, après les grands portraits de groupe, qui sont des allégories réalistes, à faire une véritable allégorie pour célébrer Berlioz. Quand on regarde un dessin comme celui-ci, où il est repassé au doigt, où il a effacé à la gomme, où on a des personnages ici qui sont totalement évanescents, on est dans l'imaginaire, ce sont des peintures imaginaires. On voit bien qu'il ne s'embarrasse pas de détails, il ne s'embarrasse pas de réalité, donc vraiment c'est libre. Donc on est dans une évocation totalement libre de la musique. Et puis, peu à peu, il se libère aussi finalement de cette inspiration musicale pour proposer des œuvres qui sont purement inspirées par son imagination et qui sont essentiellement des figures féminines. La nudité féminine est quelque chose qui l'intéresse beaucoup et il travaille beaucoup autour de cette thématique. Et donc finalement, peu à peu, il se débarrasse de tout prétexte pour montrer une féminité triomphante et magnifique.